et on va parler ensemble de contenu. Je vais partager ma présentation en attendant juste une petite seconde. Ok, ok. Donc précisons que à l'origine, Nicolas, tu étais un spécialiste SEO, et qu'aujourd'hui, bah, tu représentes également l'outil Systrix, donc pour toute la communauté francophone. Et à côté de ça, j'ai aussi une activité de consultant. J'aide les boîtes espagnoles à vendre de l'autre côté des Pyrénées et réciproquement sur de l'Hexagone vers la péninsule ibérique. Et dis-moi, je ne trouve pas le bouton pour partager. Est-ce que tu pourrais me filer un coup de main? Ah, alors il y a plusieurs écrans qui s'ouvrent sur Zoom. Il faut que tu trouves celui où tu Compartir vois. pantalla. Ah, vale, sí, ya lo tengo. Voilà. Je l'ai, c'est bon. Merci, pardon. Vale, et je vais mettre un F. Vale. Un F11 comme tu m'avais enseigné la dernière fois. Allez, hop. Venga, normalement vous voyez ma présentation, c'est ça? C'est bon. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour la présentation, Philippe. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais j'ai obtenu une licence en management de la grande distribution à Roubaix, dans le Nord, d'où l'accent, hein, me dit-on. Je plaisante. Hein. Mais oui, par contre, pour placer des produits en rayon, au bon prix, au bon endroit et tirer des palettes, oui, c'est ça, oui, c'était parmi mon quotidien pendant mes stages. Et on va évoquer d'ailleurs un peu cet univers. Parce qu'en fait, c'est très similaire à ce que la vie réelle est transposée en ligne. En fait, tu en as parlé tout à l'heure. Fin mai, souvenez-vous, il y a Google qui a présenté ses nouveaux produits pendant les 2 jours de conférence Yo pour Input 2021. Et parmi ces nouveaux produits, il y a eu Mum, tu l'as évoqué, c'est très intéressant. D'ailleurs, moi, j'en suis aussi les évolutions. Mum, technologie et puissance qui a tellement d'informations que de tous les sites web qui donneraient des réponses et des conseils à l'internaute avant même qu'il ait posé la question. Et bien sûr, à nous, comme SEO, on s'inquiète plus ou moins. Surtout de savoir jusqu'à quel point peut aller Google, parce que les exemples qu'il a donnés, c'est assez préoccupant. Et en réalité, c'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que Google se serve des contenus d'autres sites web pour le vendre comme si c'était son propre contenu. Entre parenthèses, là, pour le coup, c'est un thème légal dans lequel je ne veux pas rentrer non plus, parce qu'il y a eu un accord en début 2021, puis là, Google l'a gelé il y a 2 semaines. D'ailleurs, je vous laisse un article de Mathieu Chartier à ce sujet. En tout cas, il y a les droits d'auteur et de propriété, ça dépend de la juridiction de chaque pays. Donc, là, par exemple, au Danemark, tous les éditeurs se sont mis ensemble pour négocier avec Facebook et Google. Et autre chose, chicos, il ne faut pas avoir peur des nouvelles choses en général, et il faut s'y adapter. Je vais vous raconter une petite histoire que certains d'entre vous d'ailleurs qui ont participé aux ateliers Systrix connaissent déjà. Je me réfère en fait une analogie, comme je vous ai dit, entre les supermarchés et Google. Pourquoi? Parce que Google, c'est aussi en quelque sorte une place de marché où l'on trouve une offre face à une demande. Et aussi bien Google comme les supermarchés, ils ont des problèmes d'espace. Hein, on le sait, récemment, souvent il y a des problèmes. Et dans les rayons, c'est-à-dire dans les cercles, hein, pour nous les rayons c'est les cercles, et ils doivent optimiser au maximum l'espace. Et en fait, le supermarché, lui, comment il fait? Il résout ses problèmes, par exemple, avec des gondoles. D'ailleurs, pour info, ça c'est une photo en Espagne de fond. Pour, pour info, ouais, sinon, les gondoles dans chaque pays, elles sont de différentes hauteurs. En fait, ça dépend de la moyenne
de la moyenne de la stature des gens de chaque pays. Bueno, et les supermarchés, donc en gros, ils vont normalement donner de la visibilité aux produits, aux meilleurs produits. C'est-à-dire, alors, les meilleurs produits, ceux qui le déterminent, ça peut être les produits à forte rotation, à forte marge, à forte demande, les nouveautés, les promotions, etc., etc. Et en fait, il y a différentes stratégies de merchandising et Google fait pareil avec, finalement, avec ses box, avec ses propres produits. Et on va y venir après. Et en fait, d'ailleurs, placer les produits comme ça, selon sur les, ces stratégies-là, on peut l'utiliser également sur les e-commerce. On le voit souvent. Tu as le produit le plus cher pour faire un effet encre, et puis ensuite tu as le produit que tu veux vendre absolument, c'est que tu as une grosse marge, et puis le produit le moins cher, etc. Il y a plusieurs stratégies, et les bons e-commerce qui font beaucoup de sous, ben, ils utilisent ce genre de choses. Bueno. On ne s'écarte pas. Tout ce travail de positionnement, eh bien, Google, il doit le faire aussi. Et en fait, lorsque sont apparus les supermarchés, les fabricants et les industriels, ils envoyaient tous leurs produits aux supermarchés. Et les supermarchés, ils les mettaient comme ils voulaient et tout se vendait. De toute façon, il n'y avait aucun contrôle de qualité ni rien du tout. Et donc, tous les produits étaient acceptés et mis en rayon. Il n'y avait ni structure, ni méthode. Vraiment, on mettait tout ça et puis ça se vendait. Il n'y avait personne pour contrôler la qualité du contenu, des produits, de personnes qui étaient mis en rayon. Et ça me rappelle un peu, tu sais, l'époque avant les updates Panda et Penguin. Tu sais, par exemple, tu multiplies le nombre d'URL de ton propre site et Google, il les absorbait entièrement et il te les positionnait toutes. Hein. Bon, après, il a sifflé la fin de la récré et il a envoyé ses deux acolytes, ses deux animaux. Et bref, en fait, c'était l'époque aussi, c'est que tu pouvais payer des backlinks dans les fameuses granges de liens. Et plus tu avais un plus grand nombre de liens, et tu te référençais mieux. En fait, c'était pareil dans les grandes industries, dans les supermarchés, et même un petit peu encore, dans les supermarchés spécialisés ou non. D'ailleurs, tu achetais des tests, recommandations dans les magazines lus par ta cible, les chefs de rayon, en particulier, je pense au magazine LSAC, auquel j'étais abonné. Et donc, les supermarchés pensaient que c'était un bon produit, et boum, ils te référençaient le produit. Bien. Et puis tout à coup, dans les années 70, en fait, tu as une entreprise qui s'appelle IBM. C'est l'une des entreprises qui génère le plus de brevets, plus que Google, plus que n'importe qui. On ne le sait pas trop, mais tu peux rechercher si tu veux. Eh bien, cette boîte, elle a inventé le code barre. Et en fait, ça a permis au supermarché de connaître avec exactitude la taille du produit, à quel moment il se vend, à quel prix. Et du coup, les supermarchés ont pu dire à leurs fournisseurs, hey, c'est pas la peine de me livrer une tonne de riz chaque semaine, parce que moi, j'en vends que 100 kilos chaque jour, donc voilà, c'est bon, je ne veux pas le stocker encore ou le brader. Donc, et en plus de ça, grâce au code barre, ils savaient où le placer exactement, à quelle hauteur, quand il se vend ou pas. Il avait tout un tas de données grâce au code barre. Et donc, toutes ces données étaient récupérées par les caisses de supermarché. Et d'ailleurs, IBM, ils ont eu pendant un moment ce type de négoce. Puis après, ils rentraient Nielsen, etc. Et avec toutes ces informations structurées, petit clin d'œil, les hypermarchés étaient capables de te dire, tiens, c'est l'époque de la finale de la Super Bowl, par exemple, et je sais que la consommation de bière augmente, j'augmente aussi le prix, ou je ne fais pas de promo comme d'habitude. Tiens, c'est la Coupe d'Europe en ce moment. Et inversement, à la baisse. Ok, alors le truc, c'est que grâce aux données structurées, en fait, tu as obtenu de l'information produit que tu vends, mais aussi de l'information produit de tous les concurrents qui vendent ce même type de produit. Et grâce à l'information que tu obtiens de tout le marché, tu sais combien de personnes, dans notre cas, combien de sites web, le vend et avec quelle régularité, le volume de la demande et tous les autres paramètres. Et là, tu vas me dire, mais si les supermarchés, si Google a toutes les données, c'est le drame. Pourquoi? Parce que le supermarché peut devenir ton concurrent. On le sait, c'est les marques distributeurs. Là, j'ai pris, ça c'est l'extrait de la web de Carrefour. Eh bien, on va prendre de la pâte à tartiner. L'exemple typique, c'est que le supermarché se dit, tiens, il se vend au taquet de pâte à tartiner, on va créer nous-mêmes notre marque. Et c'est pareil pour tous les produits, vous le savez. Alors, le supermarché, en fait, il devient ton plus gros concurrent. Et ça, c'est une chose qu'on a vu avec Google.
On a vu les box, il y a apparu les box pour l'hôtel, les billets d'avion, pour les voitures, l'actualité, la météo, on n'en parle plus. Hein, et il y en aura encore plus à venir. Car bien sûr, Google, il accumule les données du marché, des personnes qui offrent les produits. Et il a toutes les données en sa possession. Et du coup, Google, il se sert, c'est lui qui a la meilleure vision du marché. Du coup, ça, c'est aussi quelque chose que fait Amazon, hein, Google, les grands distributeurs. D'ailleurs, je vous laisse un lien sur les marques de distributeurs. Et ils le font depuis longtemps. C'est une pratique, disons, qui est normale à accepter. Et, bueno. Et d'ailleurs, on a ici, d'ailleurs, je vous ai mis une fraction des marques distributeurs de chez Carrefour. De chez Carrefour, hein. Il y en a au taquet. D'ailleurs, on a vu ça, on a vu Decathlon, pareil. Au départ, qui vendait les marques nationales, internationales, et puis il s'est créé ses propres marques dont il a fait, qui sont aujourd'hui des marques. On va demander du Quechua, on va demander du Tribord, on va demander ce genre de choses. Bref, si on prend Walmart aux États-Unis, pour revenir sur la grande distrie, on a la quantité de marques blanches ou MDD est impressionnante. C'est beaucoup plus que dans l'Hexagone. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les conditions du marché ont changé. D'accord? Et moi, je dis toujours aux gens, t'inquiète pas, il ne faut pas s'inquiéter tant que ça. Enfin, si tu as une marque, aujourd'hui, soyons francs, parce que c'est beaucoup plus facile de devenir une marque qu'il y a 20 ans. Hein. Le supermarché, il a aussi besoin de toi. Alors là, ce que je vous montre, je devrais le préciser, c'est une photo d'un supermarché juste à côté de chez moi, hein, à Barcelone. Et si vous regardez bien, vous reconnaîtrez qu'ils font de la publicité avec quoi? Avec des marques. Ils ne font pas de la publicité avec ses marques, avec ses propres marques. On a Monsieur Propre, hein, Don Limpio, Red Bull, Ariel, L'Or, des marques qui se vendent aussi en France, que vous connaissez. Et en fait, le supermarché dit, nous aussi, on a des marques. Venez chez nous, on a des marques que vous connaissez. Et d'ailleurs, dans le supermarché, Condis, il a aussi sa marque de distributeur, mais il ne le met pas en avant, parce qu'on ne va pas aller chercher. En fait, les marques, elles sont nécessaires, parce que les consommateurs connectent avec les marques, elles sont synonymes de confiance, qualité, bonne relation qualité-prix, et c'est pour ça que les marques sont importantes. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous qui avons un site web, pouvons devenir une marque, car c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans si on le fait correctement. Alors, souvenez-vous, lorsque nous étions plus jeunes, on pouvait se rendre dans ces supermarchés-là. Vous les reconnaissez, un petit moment de nostalgie. Personnellement, moi, j'allais chez Mammouth. Mammouth écrasait les prix. Non. Mammouth, comme les autres supermarchés, n'existe plus. Mais tous les produits qui se vendaient dans ces supermarchés, ils ont été aussi copiés, ils ont fait des marques distributeurs, ils ne se vendent plus dans leur rayon. Mais ces produits continuent d'exister. Ce qui n'existe plus, pardon, ce sont les marques, ce sont les supermarchés. Les produits continuent à exister, les supermarchés non. Il faut bien le retenir. Alors, et comme exemple, on peut prendre le Nutella qu'on a vu tout à l'heure, ou l'Orangina, ou le Perrier même. L'Orangina a quand même 85 ans d'existence. C'est pas rien, 85 ans. Et sur Nutella, 75 ans. Et donc, comme exemple, on peut prendre le Nutella ou l'Orangina, ou le Perrier, ouais. En fait, si on regarde bien dans les supermarchés, j'ai pris c'est pareil, c'est chez Carrefour, là. Dans les supermarchés, on va trouver la bouteille d'Orangina d'un litre 5. D'ailleurs, là, regardez bien, on a une photo beaucoup plus petite que la bouteille équivalente de pulpe, machin, à droite. Et d'ailleurs, attends, regardez bien, on voit qu'ils ont développé presque deux produits similaires, presque trois, parce que là, tu vas faire concurrence au Schweppes, plutôt là, sur le second. Mais tu as vu deux produits pour essayer de concurrencer l'Orangina. Vas-y, c'est difficile pour Orangina. Sauf que, d'ailleurs, même regarde, même le code couleur, quoi. Ils ont repris le bleu, le orange, c'est presque la forme de la bouteille. C'est incroyable. Voilà. Et en plus, regarde le prix au litre.
tu as une copie qui coûte 33% de moins que du produit original. Et alors, tu as quand même Rongina qui accepte la position sur ce marché, et même avec une visibilité qui est moindre, puisque même la photo, ils la mettent plus petit, vas-y. Voilà. Et donc, il faut prendre en compte quand même que les marques comme Orangina, qui ont plusieurs décennies d'existence, ils connaissent les règles du jeu. Ils en ont vu des supermarchés, ils ont vu apparaître et d'ailleurs disparaître, tous les supermarchés, alors que les marques, elles continuent d'exister. Ce qui n'existe plus, je le répète, ce sont les supermarchés qui faisaient ce genre de choses. Quand tu as un produit, ou un site web, il n'y a pas de ligne arrivée, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Jamais. Tu dois travailler, mais constamment, t'adapter en permanence, t'adapter aux règles du jeu. Et si on te file une position en bas de rayon, un truc en bas de SERP, c'est mieux qu'aucune position. Car finalement, quand même, tu peux obtenir un peu de visibilité, un peu de revenus. Évidemment, la marque ne va pas se conformer à ça, hein, et va développer d'autres stratégies pour ne pas dépendre des supermarchés. De toute façon, l'objectif est d'être chaque jour meilleur. Il faut travailler sur ça. Et vous aurez compris, vous aurez la métaphore, hein, que c'est quelque chose qui peut arriver avec le moteur de recherche populaire du moment. Alors, je dis du moment, oui, parce que là, tu te dis, ok, ouf, Nico, c'est bon, il y a de l'espoir. On va voir comment ça se passe pour référencer un produit, c'est-à-dire un site, dans les SERP, c'est-à-dire dans un rayon du supermarché, c'est-à-dire dans Google aujourd'hui, mais aussi surtout le prochain, parce que en fait, si on voit à court terme, on pense que c'est Google, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va venir demain, et il faut que nous ayons notre contenu, notre produit, notre site qui soit préparé au prochain buscador, au prochain moteur de recherche. Et alors, en atelier Systrix, on me demande parfois s'il existe encore des facteurs de référencement ou non. Alors, avant, le secteur SEO, en parlait, faisait des listes de facteurs qui comptent pour Google, mais même Google, souvenez-vous, le publiait de forme officielle sur son site web, les fameux 200 facteurs de référencement. Eh bien, aujourd'hui, on parle de milliers de facteurs. Ça ne sert à rien de faire une liste parce qu'on y sera encore pour longtemps. Et donc, de tous les facteurs, en fait, il y a 3 éléments fondamentaux que Google a répétés de forme passive et active. Tu as le contenu, et les liens. En fait, il ne peut pas exister de lien s'il n'y a pas de contenu, parce que les liens, ils pointent vers où? Vers des contenus. Et d'où ils viennent les liens? À partir d'autres contenus. Donc, c'est lié. Et puis, il y a l'intelligence artificielle, le machine learning. Alors, attention aux gros mots, je sais que c'est un peu l'inconnu comme ça. Et puis, moi, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste du tout. Mais en tout cas, la forme indirecte que nous autres SEO et indirectement à travers de marques, campagnes ou publicitaires, on peut influencer le comportement de l'internaute au sein du moteur de recherche. C'est grâce à tout un ensemble d'éléments, d'entités qui est capable de reconnaître le moteur et essayer d'influencer l'utilisateur pour qu'il puisse le rechercher dans le moteur. D'ailleurs, Google, dans le sein même du moteur de recherche, il récupère toutes ces données, tous les signaux des utilisateurs, et il les utilise pour alimenter son AI, son intelligence artificielle, et décider du facteur de référencement. Donc voilà les trois, pour faire vite, les 3 facteurs que Google a déclarés à travers ses employés. Je me souviens encore officiellement et non d'ailleurs. Et là, on va parler du contenu. Alors, Seth Godin, peut-être vous le connaissez déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des marketeurs les plus connus. Et une fois, il a dit faire du marketing de contenu, c'est l'unique forme pour faire du marketing qui nous reste. Il n'a pas tort, en fait, parce que le comportement de l'internaute, il a changé radicalement et nos sites, ils doivent s'y adapter. Alors, le marketing de contenu, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est un extrait de Wikipédia, traduit de l'anglais, parce que c'était plus pertinent pour je pense, que la version française, et sur lequel on va retenir 2 choses, d'ailleurs dans le désordre.
on va retenir qu'il y a l'identification des besoins du client, de la cible, et la création de formats de contenu adapté à la cible. Alors, format, attention, hein, ça peut être un site, une image, un PDF, une vidéo. Format, ça veut. Ah, ben, ça s'écrit. Ouais. Donc, ça peut être n'importe quel format. Il faut y penser. Il faut servir ce que le consommateur a envie de consommer. Voilà la redondance. C'est ça, en fait. Et là, je vais prendre l'exemple d'un site qui s'appelle Debitor. Alors, sûrement, peu de personnes le connaissent. C'est un programme de comptabilité du Danemark. Et Debitor, du reste d'ailleurs, il a réagi à l'update, hein, là je vois, tout en gardant une tendance positive, hein, à travers le temps, certes. Mais en fait, c'est parce que Google, si on regarde, c'est Google devenu son principal concurrent. Il a placé plein de box. Et donc du coup, lui se retrouve second, alors que là où c'est qu'il était premier avant, parce que tu as Google qui a mis les questions, qui a mis plein de box, vous pouvez l'analyser, direct sensor, etc. Et bref, Debitor, il s'est posé la question de comment se positionner sur les différents marchés européens. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié leur public objectif, c'est-à-dire à quoi ils pensent en se rasant le matin, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment on peut les aider à résoudre leurs problèmes. Alors, le programme, il est destiné aux TPE, aux PME qui ne comprennent pas grand-chose aux termes comptables et aux mails de l'administration fiscale. Voilà, quand ils reçoivent un truc avec un terme compliqué, qu'est-ce que c'est ça? Quel document ils me demandent? C'est quoi? Et qu'est-ce qu'ils font? Les personnes, ils vont aller le rechercher sur le web. Mais on va en parler juste après. Donc, les chicos de Debitor France, regardez, alors sur l'indice de visibilité, même s'ils ont pris un shoot là sur la dernière update là, récente, eh bien, ils ont quand même encore plus de 3 points en version de visibilité en version mobile et c'est presque 5 en version de bureau. Et il faut savoir qu'en France, la majorité des sites web, ils ont autour d'un point, voire même moins d'un point de visibilité. Donc, ils travaillent bien. Et en Espagne, ils ont 16 points. Donc, ils avaient 16 points. C'est-à-dire qu'ils bossent bien. Ils bossent bien. Ils font de l'inbound marketing à travers une stratégie de contenu, de marketing de contenu. Et si on jette un œil, en fait, si tu mets Debitor, il y a très peu sur Google, il y a très peu de personnes qui connaissent Debitor. On a quoi, une moyenne de 50 recherches par mois. Donc, très peu de gens. Et d'ailleurs, si on compare avec Systrix, on voit qu'il y a 10 fois plus de recherches par mois, c'est-à-dire que les gens connaissent la marque Systrix davantage que Debitor. Et pourtant, ils ont beaucoup plus de visibilité en SERP que Systrix, Debitor. Donc, qu'est-ce qu'a fait Debitor pour obtenir toute cette visibilité? C'est très simple, il se dit, qu'est-ce que veut le client? Qu'est-ce que veut le client potentiel? Il veut avoir des choses simples sur la comptabilité. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner ce qu'ils ont besoin gratuitement, comme une info. Et puis, l'idée, ce sera de capter du lead derrière. Alors, si vous regardez les meilleurs répertoires, d'ailleurs, on va faire un zoom. Là, regarde. Ils ont créé des répertoires, dont un qui est terme comptable. Et c'est une sorte de glossaire, dictionnaire de comptabilité. Et sur les plus de 45 000 mots-clés se positionnent, sur lesquels se positionne le site, il y en a quand même plus de 37 000, qui uniquement sur ce répertoire. Alors, si tu es le concurrent de Debitor, petit conseil, on va voir ce qu'ils font c'est ce répertoire qu'il faudrait attaquer. D'accord? Et regarde ce qu'ils font d'ailleurs, si tu es leur concurrent. D'ailleurs, on va le voir, si on regarde le répertoire, en gros, c'est un résumé, un dictionnaire, quelque part, des termes comptables et financiers que peut avoir besoin de connaître le buyer persona, le client objectif. Bien. Et on va rentrer un peu plus dans le sujet. Je dis, tiens, je vais chercher exonération fiscale.
Je dis, tiens, parce que là, avec la boîte, je ne sais pas, il faut voir s'il y a moyen d'avoir des crédits d'impôt, ce genre de trucs. Et boum, je tape ça. Et là, regarde, voilà, là, la box, bon, la box, elle est passée dessous, mais tant mieux pour Débitor. Et donc, ils ont directement une direct answer, mais du site Débitor. C'est-à-dire que quand la TPE va, je sais pas moi, va écouter la situation typique, hein, c'est la TPE qui écoute à la radio ou voit un courrier et qu'il aurait droit à des exonérations fiscales, il va sur Google, rentre le terme, il voit ça insert. Il voit ça insert, bien. Et OK. Et quand il rentre sur la page, en fait, tu te dis, ben, tiens, ouais, d'accord, mais si tu fais du marketing de contenu, bon, moi, je veux quand même me convertir. Bon, là pour le coup, regarde comment il convertit ça. Là, ouais, mais j'ai mal coupé, mais presque. Alors, regarde, quand tu vas sur l'article, tu vas savoir, premièrement, ce dont tu as besoin sur le sujet. Et regarder en haut de l'article, enfin en bas, là, du coup, sur la page, ici, je ne sais pas si on voit ma souris, mais on a cet encadré gris où c'est que là, ils vont pouvoir réaliser un essai gratuit, puis après le schéma classique de l'inbound, c'est-à-dire essai gratuit, newsletter, après une demande de prise de rendez-vous, jusqu'à qui c'est la souscription. D'ailleurs, la box, ils l'ont changé. Et en fait, aussi, il y avait la barre latérale et puis également l'entête, le read du site, le menu. Bueno, côté chiffres, rapidement, et trafic estimé, alors on voit qu'ils reçoivent 111 000 visites, hein, à peu près, et c'est 104 000 sur le répertoire, de forme organique depuis Google grâce à la stratégie de contenu. Regarde, c'est énorme, hein, c'est quoi ça? Ça doit faire 95, ouais, enfin, un très haut pourcentage. Et d'ailleurs, s'ils devaient payer les annonces, là, on te met la valeur là, mais s'ils devaient payer les annonces pour tous les keywords qu'ils possèdent, là, Débitor, ils devraient débourser 132 000 € approximativement, hein, c'est une estimation chaque mois. Donc, oui, le SEO, c'est un bon investissement. Donc, ça, à vos clients ou internes ou si vous êtes consultant, c'est le genre de choses qui est intéressant à montrer. Donc, si on regarde la SERP, eh bien, on a une reproduction sur Systrix. On voit que Google, il est concurrent et qu'on a aussi le second résultat naturel, mais en fait, c'est le troisième pour de vrai, c'est tout sur mes finances. D'accord? Donc, Systrix va te montrer vraiment les SERP comme elles sont. Et d'ailleurs, à propos de comment elles sont, tu vas même pouvoir observer le layout. Hein. Regarde, sauf que le numéro 2, on l'a vu, en fait, vu qu'il y a les questions qui prennent de la place, alors ça, je ne sais plus quelle date, mais peut-être c'est le 5. Enfin, regarde, le second résultat naturel, il est bien là dessous, en fait, sur mobile, hein, parce qu'on mesure sur mobile et sur desktop. Il est bien là dessous, en fait, on mesure le layout en pixels, et bien, donc il est beaucoup plus bas, quoi, le second résultat. Et cela permet d'expliquer une différence de clic, comme on a vu juste avant. Donc, en fait, tu as beau être numéro 2, mais tu n'es pas numéro 2, tu es numéro 3. Et vas-y, et là, quand tu prends un cachou, tu dis, mais pourquoi je suis au moins visible? Ben, c'est parce que physiquement, physiquement, tu l'es moins visible. Comme dirait un consultant, la vérité est à l'écran. Allez, alors, la question, c'est de savoir pourquoi, par exemple, tout sur mes finances, là, ce site-là, il ne se positionne pas au-dessus de Débitor. Bon, il n'y a pas 30 000 histoires, mais quand tu es un peu habitué, tu le vois bien. Qui c'est qui écrit? C'est un SEO, trafic stratégique. Tu préfères quoi? Confier ta comptabilité à un SEO trafic stratégique ou un comptable? Déjà, rien que ça. Le titre, tu as un titre à 20 000 km. Bueno. Et nous, c'est que moi, si je veux savoir ce que c'est l'exonération fiscale, je ne veux pas avoir du blabla. Regarde, l'exonération fiscale peut prendre des formes différentes. Putain, c'est bon, quoi. Ça saute aux yeux qu'on a un peu l'habitude. Et on va avoir genre un guide, un contenu plein, long, plein de blabla, et sûrement avec, si tu continues de le lire, des keywords placés justement dans le but de ranker. Mais est-ce que moi, utilisateur, j'ai besoin de ça?
Ben, pas forcément, hein, même pas du tout. Regarde, si on reprend l'article de l'exonération fiscale, rien que là, tu le vois que ouais, déjà, ça respire, rien que le niveau du titre, euh, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Maintenant, ça répond, en fait, ce que fait Debitor, c'est qu'il répond exactement à l'intention de recherche. Rappelez-vous que less is more. Moins, c'est plus, en fait. Il faut être juste. Je ne sais plus qui c'est qui disait que, en gros, tu dois enlever une fois que tu as créé un bon contenu, tu essaies d'en enlever le plus possible pour que ça soit encore plus précis et le plus pur. Mais là, c'est l'idée quand même, parce que l'intention, en fait, moi, je tire sur tout sur mes finances, mais l'intention, elle est bonne, car ils cherchent à couvrir, en fait, toutes les réponses que peuvent avoir les personnes sur les exonérations fiscales. Mais ils ne répondent pas, ils ne parviennent pas à répondre à la vraie intention de l'internaute en lui donnant une réponse directe, alors que c'est ça qu'ils cherchent. Et il y a une règle basique, c'est une page, un keyword. Après, il y en a d'autres, ok, mais il ne faut pas confondre, et si tu confonds, il peut se passer ce genre de choses. Alors, du coup, oui, certes, j'entends certains qui vont me dire, ouais, mais Nico, c'est peut-être parce que c'est parce qu'ils ont plus de keywords, ils ont plus de backlinks. Non, non, non. Là, regarde, c'est l'inverse, même. Tu as tout ce finance sur 7 URL qu'il y en a 6, et alors que Debitor, tu en as un, et encore, c'est un fournisseur, ou je sais plus ce que c'est exactement, mais voilà, donc c'est bien dû au contenu, pas au nombre de liens, par exemple. D'ailleurs, personne connaît Debitor, ou très peu de personnes. Pour conclure, je suis dans les temps. En fait, qu'est-ce que je veux vous dire parce qu'on vient de voir? De la même manière que par le passé, on a vu Excite, Lycos, AltaVista, aujourd'hui, c'est le tour de Google. Bon, allez, mais les choses, elles changent. Rien n'est totalement statique. En fait, il faut déjà penser à qui sera le prochain moteur de recherche auquel nous devrons nous adapter. D'accord? On devra adapter nos sites. Et peu importe, en fait, notre mission comme SEO et au-delà, même souvent, eh bien, c'est de nous adapter et en tirer le meilleur parti du moteur de recherche qu'il y a. Et l'idée, c'est de transformer nos sites web en marque qui soit indispensable pour le moteur de recherche en cours, pour qu'il ait ce résultat. Pensez que si vous cherchez, quand vous allez chercher des catalogues Ikea sur Google, vous voulez Ikea comme résultat. Vous ne voulez pas si Google n'avait pas ce résultat dans son rayon, eh bien, vous dites non, c'est un mauvais résultat. La SERP est un mauvais résultat, je vais aller chez Bing ou chez Yahoo, ou chez celui qui viendra. Et donc, si on a un bon produit et une marque de confiance, on va survivre. Les autres non. Et pour ça, la méthode de l'inbound marketing en est une. On vient de voir le cas dans l'exemple de Debitor. Et chaque fois, en fait, quand vous êtes un peu mal, placé, alors il y a plein d'analyses à faire, mais comparez votre contenu avec celui qui est mieux référencé que vous, et souvent, il y a des clés toutes simples que vous pouvez trouver. Voilà. Écoutez, est-ce que vous avez des questions? Non. Je suis à votre écoute. Écoute, pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais il n'y a pas eu de questions pendant ta présentation, donc c'est toujours la preuve que c'est une présentation très claire. Juste une remarque, donc c'est effectivement intéressant que tu fasses la liaison entre l'évolution tu vois, de Google avec notamment la sophistication de son algorithme et le fait qu'il y ait un petit peu plus d'intelligence artificielle dedans, et le fait que du coup le content marketing c'est d'actualité. Donc je partage assez ton avis là-dessus, c'est-à-dire que c'est clair que l'une des meilleures réponses, c'est d'arrêter de faire de l'optimisation à l'ancienne et de se dire, ok, en fait, il faut vraiment se poser la question déjà de savoir qu'est-ce que les gens cherchent et comment je peux justement créer un contenu que Google va découvrir, qu'il va peut-être réussir à évaluer comme étant le meilleur
contenu possible sur le sujet, la meilleure réponse possible, et de faire remonter tout ça. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même une grosse évolution. Totalement. En fait, il faut penser plus à aider l'utilisateur qui va s'habituer à toi, parce que chaque fois que tu vas l'aider, il va se rappeler de toi. Tiens, c'était sur Wikipédia que j'ai vu la définition de ta. Et finalement, tu vas sur Wikipédia, tu tapes pas Larousse, tu vas sur Wikipédia. Et pourtant, Larousse, vas-y, quoi, c'est une grosse boîte même encore, un gros dictionnaire. Et non, Wikipédia s'est rendu utile à travers son contenu qu'il a mis à disposition gratuitement. Et aujourd'hui, Wikipédia vendrait des tongs. Je suis sûr, il ferait du chiffre d'affaires sur des tongs, sur des tasses, sur n'importe quoi, parce qu'ils ont été utiles, ils ont rendu service. Si tu rends service aux gens, eh bien, il y a plus de chances que derrière, tu aies un retour positif. Et c'est l'un des principes de Cialdini, hein, qui est dans ce livre dont je recommande le livre. Voilà. Donc c'est ça. Donc et tu le vois sur des clients. J'ai quelques clients en France où c'est qu'on a fait un peu la même chose sur des auteurs. Comment on aide les auteurs à écrire un livre. Et là, les auteurs en herbe, ils se posent plein de questions. Mais qu'est-ce que je mets comme titre et où je le place sur ma couverture, et la couverture, c'est quoi l'épaisseur du papier qu'il faut, etc. Toutes ces questions, si tu les traites, tu vas avoir du contenu qui va se positionner, parce que tu auras répondu à l'utilisateur. Et donc, du coup, dans ton contenu, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds bien à la question. Attention, faut pas faire de blabla. Tu réponds à la question, tu l'illustres, tu donnes. Si le mec il a besoin de vidéo, tu mets une vidéo dans ton contenu, et ensuite tu dis. Et au fait, si tu veux imprimer ton livre, si tu veux, je sais pas, c'est quoi ton business, mais tu peux aussi, tu mets un anchor texte sur ton lien qui pointe vers ta page d'accueil ou vers ta landing page, et ça va te faire un lien interne dont les gens naturellement vont cliquer parce que tu leur as rendu service, parce qu'ils sont passés de la phase de prise de conscience, considération et décision, en plan, ok, c'est bon, je sais comment on fait pour faire ça. Allez, maintenant, j'ai plus qu'à passer à l'étape imprimer mon livre, télécharger, enfin voilà, ce dont était le business du site. Ok, écoute, merci Nicolas. En fait, on a eu une question, mais on va laisser Anthony y répondre, puisque c'est carrément le sujet de sa conférence. Parfait. La question portait sur les stratégies de contenu sur les fiches produits. C'est justement le sujet qu'il va aborder. On va accueillir Anthony